sommes toujours dans la partie méridionale. Et effectivement, nous avons fait le tour donc de deux SAEP. Le premier, c'est le SAEP donc, qui regroupe les arrondissements de Henvi, Atogon et de Ayoud. On a pu voir donc l'évolution des travaux. Certes, ça vient de démarrer à peine, mais ça avance par rapport donc, aux engagements de l'entreprise. Normalement, à la fin de cette année, les ouvrages seront rendus disponibles et également l'eau pourra couler dans les robinets, que ce soit dans les maisons pour les abonnements privés ou les bonnes fontaines qui sont prévues. Donc, nous avons pu voir également que l'essentiel des matériaux achetés est déjà sur place et que le chantier évolue cas un cas même si ce n'est pas comme on le souhaite. Et nous allons faire quand même une mise au point ensemble avec l'entreprise et l'agence de l'eau, donc qui est le maître d'ouvrage, pour pouvoir donc booster les travaux au niveau de ce SAEP-là que nous avons pu voir ensemble avec vous. Alors, le site où nous sommes ici, c'est la station de pompage du SAEP de Lissé-Gazon. Et là, on a constaté que le château est déjà achevé, les travaux sont achevés. L'ouvrage est déjà fonctionnel avec l'opérateur régional qui dessert déjà les populations en eau potable dans la zone. Pas grand problème, en dehors de quelques petites corrections donc dues donc à quelques casses au niveau des jonctions qui ont été donc portées à notre attention. Et également au niveau du château d'eau, des corrections qui ont été déjà opérées. L'eau est déjà dans le château et disponible donc auprès donc sur les bonnes fontaines et au niveau des ménages qui ont des abonnements privés. Pour dire donc que cette sortie est satisfaisante pour moi, même si nous allons encourager, nous allons donc demander à l'agence de veiller beaucoup plus à ce que les travaux aillent plus vite. Parce que dans le contrat avec l'entreprise en charge des travaux au niveau du premier site que nous avons visité, donc AGI, le groupement AGI SNCE, on a constaté un retard de 4 mois qu'il faudra qu'il rattrape. Donc il faut travailler nuitamment et décupler les équipes. Il faudra le faire pour pouvoir donc réellement rendre les ouvrages, le chantier, au plus tard en décembre 2024. Nous ne pouvons pas parler de la fin du calvaire parce que toute la population n'a pas encore eu de l'eau. Il y a encore des endroits, mais nous disons d'abord merci à ce gouvernement. Avec ce gouvernement, tout est différent parce que avant on assistait à des postes de pierre, mais si c'est après le travail maintenant que le ministre est arrivé, nous disons d'abord par ma voix la population de la commune d'Alada dit un grand merci à ce gouvernement. Un soulagement à 100%. Vous savez que l'eau c'est la vie. Aujourd'hui, grâce au gouvernement, nous avons bénéficié de cette infrastructure. Nous avons reçu la visite de l'autorité ministérielle pour se rendre compte des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Oui, il y a quelques difficultés, mais nous sommes rassurés qu'avec la détermination du ministre, de ses cadres et du gouvernement, que ces problèmes ont trouvé solution. Au chef de village, au chef d'arrondissement, au maire, à tout le conseil communal d'Alada, nous veillons au grain. Et nous vous prions de transmettre notre message donc aux populations d'Alada que tout est mis en œuvre pour que tout le monde puisse avoir de l'eau normalement à l'horizon 2026. Nous avons été reçus par le président du Parlement à travers son directeur de cabinet. Nous le remercions au passage et nous disons que nous sommes venus lui présenter les résultats de nos consultations au plan national sur la préparation du forum sur la masculinité positive et le solliciter pour qu'il soit déjà présent à ce forum-là à travers sa participation au panel de haut niveau et également permettre aux femmes du caucus des femmes du Parlement de participer pleinement à ce forum en tant que femmes leaders béninoises aujourd'hui et les cadres du Parlement également. La démarche a été très appréciée et également le processus du forum lui-même qui a été initié par la vice-présidente de la République qui nous a conduits sur ce chemin. Le fait qu'elle devait participer au forum de Kinshasa, elle n'a pas pu, même en ligne, elle n'a pas pu, mais aujourd'hui, en tant que membre à Aouline, elle a confié la mission à Aouline de conduire ces consultations qui nous amènent au forum sur la masculinité positive que nous aurons les 28 et 29 mars prochains. Nous ressortons très satisfaites, vu que nous allons non seulement
recevoir l'interview du président du Parlement dans le documentaire que nous allons faire avec un certain nombre d'hommes sélectionnés pour ce documentaire. Deuxièmement, que nous allons avoir le président du Parlement dans le panel de haut niveau, aux côtés de Mme Bineta Diop qui viendra de l'Union africaine, aux côtés de M. Maxime Winato qui est le directeur Afrique de l'Ouest de ONU Femmes aujourd'hui, de Mme la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est ce panel de haut niveau qui va ouvrir le forum, mais également que nous aurons à collaborer avec le caucus des femmes parlementaires, à les accompagner à pouvoir bien réussir leur mission. Et la deuxième journée sera consacrée à la retraite des membres de notre réseau. Elles sont membres, elles pourront participer et ensemble, nous allons sortir des actions fortes à accompagner les hommes de notre pays, qu'ils soient dans leur foyer, dans les services, dans l'administration et également dans leurs entreprises, mais également sur le plan politique. L'Union parlementaire africaine n'est pas un parlement, c'est une association de parlements. Donc l'Union parlementaire ne prend pas n'adopte pas des lois ou en tout cas des mesures qui s'imposent aux États. Ce sont des recommandations qui sont faites à travers des résolutions, mais des résolutions pertinentes sur des sujets, en tout cas d'actualité, des sujets qui peuvent impacter effectivement le bien-être des populations. Donc ce sont des sujets que nous estimons être des sujets importants. L'Union parlementaire africaine a été créée depuis le 13 février 1976. Donc ça fait près de 47 ans que cette union existe et elle a été mise en place ici à Abidjan. Elle visait vraiment à créer un cadre de dialogue et de partage de bonnes pratiques et d'expériences entre les parlementaires africains. Elle ambitionnait vraiment de regrouper l'ensemble des parlements africains. Elle avait également pour vision de promouvoir en tout cas l'activité parlementaire en Afrique. Vous savez, l'Union parlementaire, on peut la comparer à l'Union interparlementaire qui, elle, est mondiale. Elle a des valeurs qui sont des valeurs, disons, permanentes parce que, par exemple, la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie, la lutte contre la pauvreté, et la lutte contre le terrorisme, tous ces défis-là que le continent connaît, en tout cas, sont des préoccupations des parlementaires africains. L'Union parlementaire africaine se porte bien. Elle comprend une quarantaine de parlements membres et elle mène ses activités de manière régulière. Et vraiment, elle essaie de diversifier et d'élargir, en tout cas, la composition de ses membres. Il s'agissait d'un tournoi de Scrabble classique de la francophonie qui a connu la participation d'environ 60 jeunes scolaires de Lokossa, Parakou, Natitengu, Godomé, Glazoué, Cotonou et Porto Novo dans 2 parties du simultané mondial de Scrabble des jeunes. Le trésorier général de la Fédération béninoise de Scrabble revient sur le déroulement de cette journée en faisant également cas du niveau actuel des Scrabbleurs béninois. Cette compétition s'inscrit dans le cadre de la journée de la francophonie, comme vous l'avez dit. Et donc, quand on parle de francophonie, c'est la langue française. Et vous savez bien que la langue française, c'est notre langue de travail. Donc, cette activité, n'est-ce pas, a été instituée pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de jouer le Scrabble et de découvrir à travers le Scrabble les mots, de nouveaux mots. Et cela participe à la promotion du Scrabble dans notre pays. Et vous savez que le Scrabble est un jeu élitiste et donc ça ne réunit pas beaucoup de monde. Et l'objectif de la fédération, c'est de promouvoir ce jeu de culture, ce jeu de lettres, ce jeu cérébral, ce sport cérébral à travers toute l'étendue du territoire national. Et donc nous avons
choisi cette journée, n'est-ce pas, pour rassembler les jeunes qui ont été déjà formés et lors de la célébration des 25 ans de la création de notre fédération. Donc ces jeunes se retrouvent alors pour jouer le simultané mondial des jeunes et ça leur permet, n'est-ce pas, de redécouvrir ce jeu et de jouer à travers, de savoir mesurer leur niveau par rapport aux joueurs du monde entier. Oui, le niveau du jeu du Scrabble est élevé, on ne cessera jamais de le dire. Le Bénin est une grande nation de Scrabble, nous sommes les champions en titre du Scrabble classique et alors il y a une compétition qui réunit les joueurs du classique et il y a la crème du Scrabble béninois qui est là et il y a aussi d'autres joueurs qui sont venus tester leur niveau. Et donc toutes les fois qu'il y a des occasions qui se présentent, on essaie d'organiser des jeux pour parler du Scrabble qui est un sport cérébral, un sport qui développe les méninges, un sport qui fait réfléchir, un sport qui développe en nous d'autres qualités, d'autres capacités, telles que la concentration et le sens combinatoire et la maîtrise de soi et le sang-froid, tout ce que vous savez. Au terme de ce tournoi, Marité Fifamé Awekoun a fini première avec un cumul de 1047 points pour 90,18%, suivi de Taillon Raymond Akotayon, 1005 points sur les deux manches pour 86,56%. Après de telles prouesses, les vainqueurs mûrissent de grandes ambitions. J'ai commencé ce jeu grâce à mon père vers l'âge de 7 ans comme ça à la maison. Ça a été difficile pour moi, mais j'ai pu réussir à me mettre au moins dans les 3 premiers. Mon rêve, c'est de briller dans les compétitions pour aller voyager et rencontrer d'autres personnes de mon rang plus élevé que moi. Ce sport, je l'ai découvert grâce à l'appui de mon grand frère qui, déjà à l'Okossa ici, venait régulièrement au CAEB de l'Okossa pour s'exercer un peu. Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert. Donc il m'a initié déjà en classe de 6e à commencer par jouer à ce jeu. Bon, au départ, j'ai eu l'impression que j'étais le plus fort, mais à voir les résultats, j'ai compris qu'il me reste encore à faire pour me perfectionner. Bon, en pratiquant ce sport, je rêve d'aller ou bien de découvrir d'autres horizons et d'affronter d'autres personnes de rang plus élevé que moi. C'est le lieu ici de rappeler qu'à Accra où a lieu les 13e Jeux africains que le trio composé de Nicanor Kovi, Carnot Atimandjeganyi et Jevron Chiakpe a remporté l'or au Scrabble. Au moins 16 militaires, dont 4 officiers, ont été tués dans le sud du Nigeria, alors qu'ils étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés de 2 villages voisins, celui d'Okuama, d'ethnie Urobo, et celui d'Okolaba, d'ethnie Ijo, situés le long de la rivière Forcados. Le gouverneur de l'État du Delta, Sheriff Oborvori, a affirmé dans un communiqué prendre toutes les mesures nécessaires pour démasquer les auteurs de cet acte ignoble. Ces dernières semaines, des affrontements avaient fait de nombreux morts entre les communautés d'Okuama et d'Okolaba. Les médias locaux ont rapporté que le conflit dans le delta entre ces deux communautés était lié à un différend foncier persistant qui s'est soldé par l'enlèvement d'un homme. Les soldats avaient tenté en vain de négocier sa libération. Bien qu'ils soient principalement déployés dans le cadre d'opérations spéciales de sécurité dans le pays d'Afrique de l'Ouest, les militaires nigérians sont parfois envoyés pour résoudre des conflits au sein des communautés et dans les zones où les affrontements meurtriers sont fréquents. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Niger sont au plus bas. Dans une déclaration à la télévision d'État, le colonel Amadou Abderrahmane, porte-parole du pouvoir militaire, a déclaré que la présence américaine au Niger n'était plus justifiée. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger.
Cette décision survient après une visite de 3 jours d'une délégation américaine menée par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, qui n'a pas pu rencontrer le chef du régime militaire Abdourahmane Tiani durant ce séjour. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Les États-Unis disposent d'une importante base aérienne à Agadez, au nord du Niger, qui joue un rôle central dans les opérations de l'armée américaine au Sahel. 1100 soldats américains y sont engagés dans la lutte anti-djihadiste. Alors que les électeurs sénégalais seront bientôt appelés aux urnes, les deux opposants fraîchement libérés, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, se sont immédiatement lancés dans la campagne. Sonko va faire jouer sa popularité en faveur de son parti politique. Ce qui doit se faire, se fera. Donc c'est pour dire que nous ne considérons pas les choses. La seule victoire, ce n'est même pas quand on va gagner le 24, Inch'Allah. C'est à la fin de notre premier mandat. Et on verra quelle appréciation les Sénégalais font de ce qu'on a fait. Très confiants dans la victoire de leur parti, le leader du PASTEF et son bras droit, candidat à la présidentielle du 24 mars, vont entamer une tournée à travers le Sénégal. Dans cette affaire, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Nous considérons que nous avons suivi notre destin et nous allons continuer à le suivre. Il a été dit qu'on passerait par ces étapes. On n'en est pas sorti moins grandi qu'avant. Donc, ce n'est que le destin que nous suivons. La libération de Sonko a rendu espoir à des milliers de partisans descendus faire la fête dans les rues de Dakar. À l'approche des élections, les militants de l'ancien PASTEF se disent désormais certains de leur victoire aux élections du 24 mars. Pour la première fois, le gouvernement du Soudan du Sud a acté la fermeture des établissements scolaires en raison d'une vague de chaleur inédite ce samedi 16 mars. Les températures ont atteint les 45 degrés dans ce pays tropical d'Afrique de l'Est, particulièrement vulnérable au changement climatique. Les ministères de l'Éducation, de la Santé et de l'Environnement ont émis une alerte canicule, soulignant que ce phénomène devrait durer au moins 2 semaines selon les prévisions. Des cas de décès liés à une chaleur excessive auraient déjà été signalés selon les autorités. Conscientes des graves risques que ces fortes chaleurs représentent pour les enfants, les autorités ont annoncé la fermeture de toutes les écoles à compter de lundi pour une durée indéterminée. Le gouvernement conseille aux parents d'empêcher leurs enfants de jouer dehors et de surveiller tout signe d'épuisement dû à la chaleur. Le Soudan du Sud est très exposé au changement climatique, avec des épisodes de sécheresse souvent suivis de pluies torrentielles qui aggravent les conditions de vie déjà précaires de ses habitants. Selon l'ONU, 9 millions de personnes, soit 80% d'une population estimée à 11 millions, ont besoin d'une aide humanitaire dans ce pays en proie à une violence chronique et à l'instabilité économique, depuis son indépendance du Soudan en 2011. La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. Félix Tshisekedi a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Le pays d'Afrique centrale avait introduit le moratoire sur la peine de mort en 2003, mais celle-ci n'a toutefois jamais été abolie. Le rétablissement de la peine de mort a été notifié dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo. Le document explique que cette décision vise à punir les actes de traîtrise ou d'espionnage qui nuisent à la République et aux citoyens. Depuis 2 ans, la RDC fait face à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. Ces derniers mois, des dizaines d'opposants politiques, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et de soldats ont été arrêtés pour complicité avec la rébellion du M23 et le Rwanda. Selon Amnesty International, la décision des autorités congolaises est une grave régression et un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière de droits humains. L'Union européenne a annoncé dimanche la mise en place d'un partenariat pour 8 milliards d'euros avec l'Égypte, dans les domaines de l'énergie mais surtout des migrations.
L'accord suscite l'inquiétude des défenseurs des droits humains alors que la pression économique, les conflits et le chaos dans les pays voisins pourraient pousser davantage de migrants vers les côtes européennes. Même si la côte égyptienne n'a pas été une rampe de lancement majeure pour les passeurs et les trafiquants d'êtres humains qui envoient des bateaux surchargés à travers la Méditerranée, l'Égypte est confrontée aux pressions migratoires de la région avec la menace supplémentaire que la guerre entre Israël et le Hamas se propage au-delà de ses frontières. Cet afflux de fonds, qui s'étalera jusqu'à fin 2027, est une bouffée d'oxygène pour l'Égypte, qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire. Il s'ajoute au dernier coup de pouce financier reçu par le Caire, 35 milliards de dollars injectés par les Émirats arabes unis. L'accord devrait être signé lors d'une visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon des responsables égyptiens. Au moins 36 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne qui a touché une maison abritant des Palestiniens déplacés dans le camp de réfugiés de Nuseirat, situé au centre de Gaza, a déclaré samedi un porte-parole du ministère de la Santé du territoire gouverné par le Hamas, ajoutant que plus de 100 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures. Des témoins ont également fait état de frappes aériennes et de combats à Khan Younis, la principale ville de Gaza dans le sud. Plus de 2 tiers des victimes étaient des femmes et des enfants, selon les registres de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, dans la ville centrale de Raqqa. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a approuvé le plan militaire pour une opération à Rafah où la majeure partie de la population de Gaza, dévastée par la guerre, a trouvé refuge. Rafah est le dernier grand centre de population qui n'a pas encore été soumis à un assaut terrestre de la part de l'armée israélienne. À ce jour, au moins 31 553 Palestiniens ont été tués et 73 546 blessés depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza. La chef du gouvernement italien a salué dimanche au Caire le rôle joué par son pays dans ce qu'elle considère comme un nouveau modèle de coopération entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. C'était à l'issue de la signature d'un accord entre l'Europe et l'Égypte. La déclaration commune que l'Égypte et l'Union européenne ont adoptée est un pas important vers le développement d'un véritable partenariat capable de relever de manière intégrée tous les défis complexes de notre époque, qu'il s'agisse des défis régionaux, du développement ou de l'immigration clandestine. L'Union européenne s'est engagée entre autres à aider l'Égypte à sécuriser ses frontières, notamment avec la Libye, un point de transit important pour les migrants. Nous devons continuer à travailler dur pour parvenir à un protocole d'accord capable de jeter les bases d'une nouvelle page, je dirais même historique, de nos relations, en approfondissant notre dialogue politique, en travaillant ensemble pour nos économies respectives. Et comme tous mes collègues l'ont dit avant moi, c'est aussi le meilleur moyen de faire face au problème de l'immigration clandestine et de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. La meilleure façon est de réaffirmer le droit des citoyens du continent africain à ne pas immigrer vers l'Europe. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons faire qu'avec le développement. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. L'Europe a annoncé une aide de 8 milliards de dollars en faveur de l'Égypte dans l'économie Bras du Noir. Les forces israéliennes ont lancé une incursion à l'hôpital Shifa de Gaza tôt ce lundi, accusant les militants du Hamas de l'utiliser comme base, suscitant des préoccupations humanitaires alors que des civils ont été touchés. Selon le ministère de la Santé de Gaza, un incendie à l'entrée de l'hôpital a provoqué des suffocations parmi les femmes et les enfants. Les médias israéliens rapportent que l'armée a pris le contrôle de l'établissement et a détenu 80 personnes. Cet assaut a intensifié les inquiétudes quant au respect du droit international à Gaza, où la population est déjà confrontée à des conditions difficiles. Nous souffrons ici, et tout ce que nous voulons, c'est de la farine pour manger, et ce n'est même pas de la nourriture. Nous mangeons du pain sec, mais nous disons merci à Dieu.
Le porte-parole principal de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a justifié l'opération en déclarant que l'armée avait agi sur la base d'une intelligence concrète en menant une opération de haute précision dans certaines parties de l'hôpital. Soulignons que malgré les ordres d'évacuation israéliens, jusqu'à 300 000 Palestiniens seraient restés dans le nord de Gaza, où beaucoup sont confrontés à de graves pénuries alimentaires.